Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse ce mardi 20 janvier, nous allons évoquer ensemble plusieurs accords et tout d'abord les deux accords signés hier entre l'État et le gouvernement français d'un côté et une délégation d'élus de Nouvelle-Calédonie de l'autre après 3 jours de discussion à Paris. On s'intéressera ensuite à l'accord de libre-échange récemment confirmé entre l'Inde et la Nouvelle-Zélande, un accord commercial majeur qui vise aussi à permettre l'entrée de professionnels qualifiés indiens dans des secteurs en situation de pénurie de main-d'œuvre en Nouvelle-Zélande. Et enfin, on finira ce petit tour de l'Asie-Pacifique avec un troisième accord qui mérite aussi que l'on s'y attarde. Il s'agit du nouvel accord de sécurité et de défense conclu entre le Japon et les Philippines qui cherchent à renforcer leur alliance dans un contexte de menaces chinoises croissantes en mer de Chine orientale et méridionale. À l'issue de 3 jours de négociations, une délégation d'élus calédoniens ont signé hier soir à Paris l'accord Élysée-Oudinot, un accord qui vient compléter le projet d'accord de Bougival signé le 12 juillet 2025, un accord qui prévoyait notamment de créer une nationalité calédonienne et plus d'autonomie, sans toutefois d'accès à l'indépendance. Le projet d'accord de Bougival a mené à 2 ruptures politiques au sein du camp indépendantiste après que le FLNKS a rejeté le projet d'accord signé en région parisienne l'été dernier. Le mouvement n'a d'ailleurs pas participé aux dernières discussions. Il avait d'abord annoncé boycotter les négociations avant de demander à participer en ligne, une demande qui lui a été refusée. Ont notamment participé à la signature les membres du PALICA, Parti de libération kanak, et de l'Union nationale pour l'indépendance, 2 partis indépendantistes qui se sont récemment retirés du FLNKS. Selon un communiqué de l'Élysée, le nouvel accord signé hier soir, je cite, a permis de faire émerger un chemin partagé pour l'évolution des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Il donne, selon le quotidien Outre-mer La Première, la possibilité aux provinces d'obtenir de nouvelles compétences, notamment en matière fiscale, sans apporter toutefois de précision sur la question du corps électoral, un sujet extrêmement sensible en Nouvelle-Calédonie, où les partis indépendantistes craignent que son dégel n'entraîne une marginalisation politique des autochtones. La délégation a aussi signé avec la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou, un accord visant à relancer l'économie du territoire en crise depuis les émeutes qui ont éclaté sur le Caillou en mai 2024. Le média français explique que l'accord garantit le sauvetage des comptes sociaux comme les retraites, la santé ou l'énergie pour l'année 2026, alors que plusieurs domaines risquent la cessation de paiement dans quelques mois. Autre point important de l'accord économique, l'effacement progressif de la dette contractée pendant la pandémie de Covid-19 et à la suite des émeutes de 2024, dont le montant total dépasse le milliard d'euros et qui pèse considérablement sur le budget du territoire. Notons que les 2 accords, celui de Bougival et l'accord Élysée-Oudinot, doivent encore être validés par adoption d'une loi constitutionnelle par le Parlement réuni en congrès à Versailles. Cette validation sera ensuite suivie d'une consultation par référendum de la population néo-calédonienne qui pourrait intervenir en juin ou en juillet prochain. Et je vous propose maintenant de revenir sur l'accord de libre-échange conclu fin décembre entre la Nouvelle-Zélande et l'Inde, un accord qui prévoit de supprimer les droits de douane sur 95% des produits d'exportation néo-zélandais à destination du marché indien et sur 100% des produits d'exportation indiens vendus sur le marché néo-zélandais. L'accord avait été annoncé en mars dernier lors de la visite du Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon en Inde, avant d'être confirmé fin décembre, après 15 ans de négociations qui butaient sur la question des produits laitiers, le gouvernement indien souhaitant à tout prix protéger les 70 millions d'agriculteurs indiens qui en vivent. Finalement, la Nouvelle-Zélande a obtenu non pas une suppression, mais une baisse des droits de douane sur les produits laitiers néo-zélandais, actuellement fixés entre 30 et 60%, mais le marché indien restera fermé aux produits laitiers bruts pour empêcher une concurrence trop rude aux producteurs indiens. Une exception qui fait que la plupart des secteurs exportateurs de Nouvelle-Zélande ont accueilli l'accord positivement,
mais que le secteur des produits laitiers a regretté que les produits tels que le beurre et le fromage soient laissés de côté. Le ministre du Commerce et des Investissements néo-zélandais, Todd McLay, a affirmé que l'accord permettrait, je cite, de générer des milliers d'emplois et des milliers d'exportations supplémentaires. Les secteurs exportateurs espèrent, selon le média local Radio New Zealand, que l'accord ouvrira de nouvelles opportunités en permettant de faciliter l'accès à la classe moyenne indienne qui grandit rapidement. Du côté indien, ce sont les secteurs à haute intensité de main-d'œuvre tels que le textile, le vêtement, le cuir et la chaussure, ainsi que les véhicules motorisés qui devraient bénéficier de manière significative de cet accord. Et cet accord concerne aussi la main-d'œuvre. Il prévoit en effet d'octroyer jusqu'à 1667 visas de travail temporaires à des professionnels qualifiés indiens pour aller travailler en Nouvelle-Zélande dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication, de l'ingénierie et dans certains services de santé, des secteurs qui sont en situation de pénurie de main-d'œuvre dans l'archipel néo-zélandais. L'accord prévoit aussi de mettre en place un programme de PVT, le permis vacances-travail, pour des jeunes Indiens de 18 à 30 ans avec un quota de 1000 par an, mais aussi de permettre aux étudiants indiens diplômés d'établissements néo-zélandais de demander des visas de travail de 2 à 4 ans selon leur niveau d'études après leur diplôme. L'accord doit maintenant être voté par le Parlement indien, mais aussi par le Parlement néo-zélandais, où la tâche sera sans doute plus ardue puisque le président du New Zealand First, Winston Peters, un parti membre de la coalition gouvernementale, a exprimé son opposition à l'accord, affirmant que ce dernier n'était, je cite, « ni libre ni équitable ». Le Japon et les Philippines ont conclu un nouveau pacte de défense qui vise à renforcer l'alliance entre les deux pays dans un contexte de menaces croissantes de la part de la Chine dans la région, avec des exercices militaires chinois de plus en plus fréquents dans le détroit de Taïwan et autour de Taïwan, mais aussi en mer de Chine orientale, près du Japon, et en mer de Chine méridionale. C'est aussi un contexte de fortes tensions diplomatiques entre le Japon et la Chine depuis les propos de la première ministre Sanae Takaichi au sujet de Taïwan, mais également des relations plus tendues entre Pékin et Manille depuis l'arrivée au pouvoir du président Ferdinand Marcos Jr., qui a succédé au président davantage pro-Chine Rodrigo Duterte. C'est le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, qui s'est rendu à Manille pour signer ce pacte dénommé ACSA, pour Acquisition and Cross-Servicing Agreement, avec son homologue Teresa Larazzo, secrétaire des Affaires étrangères des Philippines. Motegi a déclaré que lui et son homologue s'opposaient à toute tentative unilatérale de changer le statu quo par la force ou la coercition en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, une adresse à peine voilée à la Chine qui a considérablement accru sa présence militaire dans les deux zones. Le pacte vise à renforcer la dissuasion régionale et les capacités de réponse aux catastrophes naturelles. Il autorise notamment la vente sans taxe en munitions, en carburant ou encore en nourriture dans le cadre des exercices militaires conjoints. Motegi a aussi annoncé, lors de la signature du pacte, une aide au développement économique et à la sécurité, notamment de 900 millions de yens pour le financement de la construction d'abris à bateaux de sécurité et de quais de mise à l'eau, et de 1,63 milliard de yens pour l'extension de l'accès à Internet dans plusieurs endroits du sud des Philippines. Notons que le Japon et les Philippines ont déjà signé en 2024 un accord d'accès réciproque qui permet, depuis son entrée en vigueur en septembre 2025, le déploiement de forces de l'un des deux pays sur le territoire de l'autre pour des exercices militaires conjoints de plus grande ampleur, et notamment lors d'exercices à balles réelles. Et il existe également un autre accord en préparation pour booster la sécurité et les échanges de renseignements militaires et de défense hautement confidentiels. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.